Aujourd'hui, le squad, j'ai le plaisir d'échanger avec Mathieu, un confrère kiné spécialiste dans la santé des golfeurs. Il prépare votre corps à l'activité du golf en analysant la posture et la gestuelle pour la sublimer. Il est d'ailleurs membre de l'Association française des kinés et ostéos du golf. Matt, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Comment vas-tu? Merci Maxence, ça va très très bien. Je suis un petit peu par monts et par vaux parce que j'ai pas mal de projets, pas mal de choses qui se mettent en place. Et puis le boulot de kiné au cabinet en libéral est pas mal prenant, plus la vie de Exact. famille. Mais tout se passe bien, tout roule, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis j'ai quand même un peu de temps pour jouer au golf, donc ça c'est C'est plutôt une bonne l'essentiel. chose. Ouais, c'est l'essentiel, exactement. Mais On, on- en tout cas, on- ouais, on- bah, merci pour ton temps, ouais, Avec plaisir, déjà. ouais. Et Merci puis pour bon, l'invitation. c'est super cool. Je suis super content de t'avoir sur le podcast parce que, comme je viens de le dire, tu es spécialisé dans le golf, ce qui est quand même une particularité unique, ou en tout cas, Ouais. il y a peu de spécialistes dans ce niveau, dans ce sport-là. Donc, merci D'accord. à toi pour le temps que tu vas prendre pour nous. Matt, peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, alors moi je m'appelle Mathieu Vigier, je suis originaire de Normandie et puis immigré au Pays Basque depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis kinésithérapeute libéral, je suis kiné du sport et je suis également du coup spécialisé dans la prise en charge des golfeurs parce que j'ai une patientèle de golfeurs qui représente à peu près 80% de mon activité aujourd'hui parce que je suis localisé entre deux golfs bien connus au Pays Basque qui est le golfe de Chiberta à Anglette et le golfe de Biarritz-le-Phare à Biarritz. Sur la côte basque, on a l'avantage d'avoir 8 golfs, donc, du Ok. coup, quand même, une grosse destination golf déjà pour ceux qui viennent sur le Pays Basque, parce que les gens viennent en vacances ici pour jouer au golf, mais aussi, évidemment, puisque les résidents locaux sont des golfeurs et pour la plus grande majorité, soit ont des enfants qui golfent, soit des grands-parents qui golfent ou des gens qui golfent eux-mêmes. Donc voilà, et je me suis spécialisé là-dedans par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle l'AFKG, comme tu l'as cité tout à l'heure, l'Association française des kinés du golf, qui, par l'intermédiaire d'une discussion, parce que je suis également formateur à l'ITMP, donc en thérapie manuelle, par Mhm. l'intermédiaire d'une formation que je donnais en thérapie manuelle, j'ai une jeune fille, Delphine pour la citer, qui me dit, bah, tiens, il existe une association française des kinés du golf, tu devrais te rapprocher d'eux parce que si ça t'intéresse et la prise en charge Bah ouais. t'intéresse. Donc j'ai fait ça et puis après, je me suis tourné vers les États-Unis parce qu'en France, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui est fait sur ce thème-là. Et donc là, il y a Titleist, une grande marque, je ne sais pas si tu connais, mais une grande marque qui fait des clubs, des balles, etc., qui ont aussi leur réseau de performance, on appelle ça, donc c'est Titleist Performance Institute, où ils donnent des formations qui est pour, entre guillemets, toutes les personnes qui s'occupent des golfeurs sur un premier niveau, et puis un peu après, ça divulgue. Alors pour les préparateurs physiques, il y a le côté power, fitness, etc. Pour le côté Mhm. médical, il y a le médical. Pour le côté coach de golf, il y a le côté coach. Et en fait, on a une trame principale qui nous permet d'avoir une base de dialogue commune. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des coachs de golf en France qui ont fait ça, il y a des kinés comme moi qui l'ont fait, il y a des préparateurs physiques qui l'ont fait. Et donc, du coup, quand on organise un petit peu le brainstorming autour du joueur, et ben, ça permet d'avoir une base de dialogue unique. Et donc, on se comprend bien là-dessus. Donc, chacun y met sa petite pierre à cet édifice-là, mais au moins, on a une base commune. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Et c'est vrai que les Américains sont très bons là-dedans pour avoir des institutions qui vont C'est ça. centraliser la chose et puis effectivement après avoir des branches différentes en fonction des affinités, de où tu veux en tant que professionnel du sport et de la santé t'orienter. Je trouve ça intéressant. Il y a aussi une grosse partie business, on va pas se le cacher. Ouais, ah Ils bah, c'est sont clair. aussi très très bons là-dedans. Ouais, Mais du ouais, coup, ça crée aussi un réseau que je trouve exactement. très intéressant parce que bah, tu vois, c'est aussi un des intérêts de ce podcast, c'est de montrer qui sont les professionnels du sport et de la santé qui peuvent accompagner donc les sportifs. Et on ne peut pas tout faire avec un sportif. Pour ça, il faut qu'on collabore Bien avec sûr. différents professionnels. En ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça a dû te faire rencontrer des spécialistes de tout horizon en Amérique, mais sûrement ailleurs, et surtout en France aussi, j'imagine. Ben oui, oui, parce qu'en fait, ce réseau-là, déjà, la formation du niveau 1, comme je te disais, elle s'est faite à Paris, au Golf National de Paris. Donc Mhm. là, les Américains sont venus pour la première fois présenter cette France. formation-là. Et donc, du coup, on a pu échanger, nous, praticiens français, ensemble sur qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Pour le golf français, c'est un peu pompeux, mais si tu veux, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. si on veut que le sport se démocratise, parce que c'est ma motivation première, moi, c'est ça, hein, d'arriver à faire à montrer aux gens que le golf, c'est pas qu'un sport de riche, c'est pas qu'un sport où on doit s'habiller
je suis mal loti aujourd'hui, mais qu'on soit s'habiller que en Lacoste ou d'autres marques pour jouer au golf ou ça. Si on veut démocratiser la chose, il faut qu'on puisse parler de santé, il faut qu'on puisse parler de sport santé, il faut qu'on puisse parler entre praticiens, comme tu le dis. On a tissé un réseau autour de nos joueurs professionnels pour que ils aient un kiné libéral en ville parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une team autour d'eux. Ils ont un préparateur physique, ils ont un podologue, etc. Et eux sont tous formés au moins sur les pathologies du golf, la biomécanique, etc., pour que le sportif en lui-même soit pris en charge. Mais Monsieur Michu qui vient et qui a 70 ans et que sa passion et son objectif, après avoir bossé pendant 50 ans, c'est de jouer au golf, et ben lui, il aura les mêmes soins et la même Mhm. possibilité pour pouvoir continuer cette activité physique-là. Le golf est vraiment un sport santé à part entière et c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Et lorsqu'on parle après du haut niveau, si on met tous nos forces vives là-dedans, je suis sûr qu'on pourra sortir au fur et à mesure du temps des grands noms du golf français, comme on en a déjà eu quelques-uns, mais Mhm. si on compare avec les États-Unis ou même l'Espagne, on est encore loin, loin du compte parce qu'on n'a pas Ouais, bien sûr. encore... on a une mentalité en France où on individualise un petit peu trop encore le soin ou le truc. Alors, s'il y a un préparateur physique, on a peur que le préparateur physique fasse ça et que le kiné ait plus de boulot. Le kiné, il va surtout pas faire d'ostéopathie parce que si l'ostéopathe est au courant, Mhm. ça va être compliqué. Alors moi, avec la thérapie manuelle, c'est encore un peu borderline. Le podologue, il faut absolument que ce soit lui qui s'occupe des pieds, etc. Alors que bon, il y a pas mal de choses à faire aussi en préparation physique avec le kiné. Donc voilà, on a encore un petit peu de mal, ça se modifie, hein. Oui, bien sûr. On a des choses qui s'améliorent, mais c'est vrai que ça demande encore ce genre de formation qui unifie un peu tout le monde et puis se rendre compte que on parle la même langue, quoi. On parle la même langue et le seul la Exactement. motivation, c'est que nos patients, c'est pas péjoratif, mais nos patients lambda aient le meilleur activité physique possible sans se blesser, etc. Et si on commence à aller vers l'amateur de haut niveau ou le haut niveau, que les mecs ou les filles fassent des saisons entières sans se blesser, et à la fin, tout le monde gagne, quoi. Ouais. C'est Parce ça que aussi, hein. tu vois, c'est un sport que je connais très peu. C'est aussi pour cette raison que je voulais t'avoir sur le podcast. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est un sport qui attire des personnes parfois plus tard, en fait, dans leur processus de vie. Ce que je trouve en fait intéressant d'un point de vue santé publique. Oui, c'est intéressant d'un point de vue santé publique parce qu'en fait, on se rend compte que le golf, c'est entre 8 et 12 kilomètres de marche sur un parcours. Ok. Cette marche-là, elle est possible d'être faite par quasiment l'intégralité des gens qui jouent. Alors, il y a des gens qui jouent un peu en voiturette parce qu'ils ont des pathologies qui ne permettent pas de faire 4 heures et demie de marche. Mhm. Mais sur ce temps-là, le swing, le vrai geste de golf, finalement, représente que très peu, Ok. puisqu'en moyenne, on a 4, 5 coups par trou, tu vois, donc on a 70, 75, 80, 90 pour ceux qui sont moins bons, mais Ouais. par trou. Donc le geste technique ne représente pas forcément beaucoup par rapport à la D'accord. marche, l'activité. En plus, on est dans la nature. Mine Mhm. de rien, c'est quand même un avantage exceptionnel. Évidemment. Moi, j'ai vu des trucs extraordinaires sur des golfs, hein, des animaux, Ouais. des fleurs, des arbres. C'est juste un parcours de golf. Alors après, il y a le côté écologie c'est un autre débat, mais Ouais. c'est absolument magnifique. Moi, je suis allé dans des pays où je suis allé jouer sur des golfs, on en prend plein les yeux, quoi. Et donc ça, c'est ce sport santé-là, je pense qu'il attire effectivement les gens. Le bémol, c'est qu'effectivement, ces personnes qui sont plus âgées et qui jouent au golf ont cette raison aussi, c'est que c'est 4 heures et demie un parcours. Et c'est hyper chronophage, en fait. Tu peux pas aller jouer au golf 1 heure. Ouais, d'accord. Ou Ouais. alors, Mhm. c'est au practice et tu Ouais. bouges pas, tu t'entraînes. Mais par contre, tu peux pas aller faire un parcours, dire, tiens, je vais jouer 1 heure au golf, je vais faire un parcours comme tu pourrais prendre un cours de tennis pendant 1 heure avec un pote et aller jouer au Mhm. tennis. Ça, c'est pas possible. Et donc, je pense que là, l'actif, les personnes actives qui ont un vrai boulot, qui leur prend du temps et tout ça, 4h30, quand tu sors à 17h, tu peux pas le faire. Tu as une vie de famille et tout ça, tu peux pas le faire. Donc, je pense que ça restreint déjà un petit peu. Et puis après, là, je vais me faire taper sur les doigts par les coachs, mais il y a des grandes, grandes, grandes écoles de golf en France. Et je pense qu'on a du mal à garder les enfants au golf après, quand ils arrivent à l'adolescence, voire jeunes adultes. Pourquoi? D'accord. Parce que c'est pas fun, c'est pas convivial quand tu joues tout seul. Le golf, c'est un jeu où tu joues tout seul, tu vas faire ton parcours avec ta balle. C'est pas le handball, c'est pas le football, c'est pas la salle de sport où tu vas C'est un rencontrer du manque monde. de ludique, quoi.
Ça manque de ludique, ouais. Et donc, c'est ça. Alors, moi, j'en connais plein, hein. J'ai plein d'écoles de golf en tête où ils rendent ça ludique, mais c'est dur de garder les Hmm. enfants longtemps dans ce D'accord. sport-là parce que une fois que tu es confronté à avoir une carte et à faire des scores, bah, c'est tout seul, c'est toi avec ta tête, c'est toi avec ton corps, et tu fais ton parcours de golf un peu tout seul. Et là, bah, les gamins, quand ils commencent à comprendre que bah, le score, c'est pas génial par rapport aux petits copains ou par rapport à la moyenne nationale ou quand ils vont faire des championnats de France, etc., bah, ils se tournent vite vers soit des sports collectifs, soit ils retournent bah, ici au Pays Basque, les gamins ils retournent tous à l'eau faire du surf ou au rugby ou machin. Hmm. Et là, bah, tu retrouves une convivialité de vestiaire, etc., que, évidemment, tu n'as pas dans le golf parce que c'est très individuel, quoi. Je Trop pense bien. qu'il y a de ça hein, sur la D'accord. moyenne d'âge du golf. D'accord, ouais, non, mais c'est intéressant. Au-delà des kilomètres, etc., je pense aussi au fait que c'est un sport qui peut être nouveau pour du coup des gens qui ont des 40, 50, 60 ans. Et cette nouveauté-là peut être intéressante en fait pour eux. J'aimerais que tu nous dises quelles sont justement les pathologies communes qu'on peut retrouver chez les golfeurs. Alors là, pathologie commune, là aussi, il faut distinguer les pathologies amateurs des pathologies professionnelles. D'accord, Alors, si on commence par les pathologies amateurs, c'est ni plus ni moins les pathologies classiques de douleur lombaire. Ensuite, c'est plutôt coude et ensuite hanche. Sur les professionnels, c'est surtout poignet-main, parce qu'ils doivent travailler un petit peu avec leur poignet-main pour donner de la vélocité au club. Bien sûr, les lombaires qui sont en premier, hein, qui trinquent toujours un petit peu. Et ensuite, on a les pathologies soit d'épaule, soit de hanche-genou, ça dépend si c'est homme ou femme. Là où il faut distinguer ça, c'est que bah, les pathologies des amateurs sont plus des pathologies qui se révèlent avec la pratique du golf, qu'ils ont déjà souvent des douleurs ou un manque de mobilité, un manque de stabilité ou un manque de contrôle moteur et qui du coup par le geste golfique se révèlent. Chez les professionnels, c'est plus ce qu'on appelle en anglais du coup l'overuse, c'est-à-dire le nombre de balles tapées. Les golfeurs tapent entre 800 et 1000 balles par semaine avec l'entraînement plus le parcours. Et donc là, c'est plus la surutilisation de gestes techniques et donc du coup la répétition du geste qui va impliquer du coup ces pathologies-là. d'accord, ok, c'est beaucoup plus effectivement sur de l'overuse. D'accord, tu vois, Ouais, j'ai exactement. échangé avec le préparateur physique du water polo au Cercle des Nageurs de Marseille et qui me disait pareil, finalement, dans leur sport, il y a très peu de traumatismes, c'est beaucoup d'overuse. Il y a quelques Ouais, c'est côtes ça. pétées, mais c'est Ouais. tout. Et encore, c'est pas forcément Ben, nous, tu hyper vois, fréquent. c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'au golf, quand il y a vraiment une pathologie, c'est genre fracture de l'épineuse, par exemple, mais qui est hyper rare. Mais ça arrive que les mecs, par surutilisation, la grosse pathologie qui arrive, c'est Ok. fracture de côte ou fracture de l'épineuse, quoi. Mais Ah ouais, c'est. c'est rarement, t'as rarement une fracture du tibia, ou à moins que le mec tombe, évidemment. Mais sur les pathologies, c'est surtout des pathologies d'un manque de mobilité, d'un manque de stabilité pour les amateurs. Et après, c'est vraiment le geste technique qui va. C'est pour ça que quand on regarde un peu les golfeurs, c'est pour ça qu'ils travaillent autant le geste technique et ils essayent d'avoir le geste technique le plus simple biomécaniquement possible pour Ouais, éviter tout ça, quoi. Il est arrivé aussi cet avènement de Tiger Woods, là, si tu connais pas le golf, tu connais évidemment ce nom-là. évidemment. Tiger Woods a amené la préparation physique au golf. C'est certain que lui, il a changé, il a modifié la mentalité du golf, hein. Avant, ils étaient la clope au bec, un bide comme ça, etc. Là, maintenant, lui, il s'est ramené avec des bras comme ça et de l'entraînement physique avant, après les parcours, etc. Et ça a clairement modifié déjà le golf dans la technicité, la puissance qu'on a pu amener sur les parcours de golf, mais aussi parce que du coup, bah, lui, il s'est rendu compte qu'on se blessait moins au golf grâce à ça. Et voilà, c'est préparateur physique, tu le sais mieux que moi aussi, c'est Mhm. qu'aujourd'hui, le seul moyen de prévenir, même si on n'a pas de boule de cristal, on le sait aujourd'hui, c'est la préparation physique. Ouais. C'est pas les étirements, c'est pas le truc, c'est vraiment de pousser de la fonte, de mettre des poids. Je vois ton rack derrière toi, c'est ça. Les mecs maintenant à la salle, ils soulèvent vraiment de la charge pour être sûr que ça va pas péter, quoi. Ouais, bah merci de nous le dire parce que tu vois, c'est peut-être pas forcément une pensée commune. On ne Ouais, pense je pas sais, ouais. forcément Ouais. que des golfeurs pourraient faire ça. Et finalement, bah, c'est le cas. Donc, je pense que c'est intéressant que tu nous le dises que dans un sport comme le golf, il y a des choses comme ça. Donc, il faut s'en inspirer. Ouais, Du c'est ça. coup, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, quels sont les axes de travail principaux avec un golfeur en tant que professionnel de santé? Bien sûr, ça découle d'un bilan au préalable parce que ça dépend aussi les antécédents du golfeur. Mais en tout Ouais, cas, pour les sportifs de haut niveau, l'axe principal, c'est
de savoir s'il y a une bonne mobilité de hanche. La rotation au niveau des hanches et du bassin est extrêmement important. Ce qui fait que du coup, plus tu as de rotation de hanche, en tout cas plus tu as de rotation Active. mécanique active, exactement, moins tu vas aller solliciter tes lombaires. Derrière, tu as moins cette pathologie-là. Et puis ensuite, on va véritablement se focaliser sur la dissociation des ceintures, c'est-à-dire la capacité que le golfeur a d'aller tourner son bassin grâce à ses hanches et de pouvoir rester le plus tard possible avec une rotation opposée des épaules. Ok. Alors ça, c'est un peu compliqué mécaniquement, mais si tu veux, un golfeur, si je représente un golfeur par son bassin et ses épaules, en fait, il va venir tourner son bassin, ses épaules, et lorsqu'il va aller redescendre son club pour aller taper la balle, il va d'abord faire repartir son bassin, il va aller D'accord. mettre en tension ses abdominaux pour créer un stretch, Ouais. donc c'est ce qu'on appelle ça le X factor, et Ok. ensuite, plus il aura de rotation de bassin et plus il créera du retard avec ses épaules, plus il créera de vélocité sur le retour de ses épaules et de son club. Et donc ça, Génial. la capacité et le contrôle moteur de cette dissociation des ceintures-là, c'est vraiment ce qu'on regarde en premier, de savoir si le noyau, donc le core qu'on appelle en anglais, si le noyau est assez stable et qu'il a un bon contrôle moteur et qu'il a la capacité de dissocier ses ceintures. Mais c'est assez bluffant même de voir des sportifs de haut niveau qui jouent zéro, hein, qui sont professionnels, avoir une dissociation de ceinture, pardon, qui est encore un petit peu déficitaire, un contrôle moteur. Et pourtant, il joue très très bien. Donc, Ouais. on améliore ça. Il y a toujours des choses à améliorer. Ah oui, c'est sûr. Et en fait, si on n'a pas cette mécanique-là, on arrive très vite à perdre, à perdre un petit peu de vitesse de club, à perdre un peu de vitesse de balle. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, comme les parcours sont assez grands et qu'ils commencent de plus en plus à être grands parce que le matériel est de plus en plus performant, etc., eh ben, c'est des gens qui vont taper un petit peu moins loin, un petit peu moins vite, etc., et qui vont vite se fatiguer sur un parcours. Et comme je le disais tout à l'heure, même pour les professionnels, c'est 4 heures, entre 3h30 et 4h30, on va dire, selon les parcours, et ben tu te fatigues très très vite, quoi. Et D'accord. donc c'est vraiment cet axe-là, mobilité de hanche, mobilité de bassin, et ensuite d'aller voir la dissociation de ceinture. Et après, une fois que ça c'est en place, après c'est des petits détails sur les épaules, les coudes, les poignets, les cervicales, etc. Parce que tout ça, il faut que ça bouge aussi, mais c'est vraiment Évidemment. l'axe principal. D'accord. D'ailleurs, ceux qui sont en écoute podcast sur Spotify, Deezer, etc., sachez qu'on est aussi sur YouTube et que Matt nous a fait un schéma d'un swing qui est très clair. Donc voilà, je vous encourage aussi à regarder la vidéo. Tu parlais donc effectivement de l'impact de la mobilité des hanches sur les lombaires. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un manque de mobilité thoracique qui peut impacter sur les lombaires? On sait, tu le diras mieux que moi en tant que professionnel très aguerri sur la thérapie manuelle. Sur les lombaires, il y a moins de rotation, en tout cas biomécaniquement, qu'au niveau thoracique. Est-ce que Bien sûr. justement, il n'y a pas aussi cet impact sous-jacent des thoraciques? Bah, effectivement, vu la conformité des facettes articulaires au niveau lombaire, qui sont plutôt dans un plan frontal, du coup, donc de droite à gauche, on va dire, pour ceux qui sont moins connaisseurs des termes médicaux, on a cette surface articulaire qui est orientée dans le plan frontal, et donc du coup qui ne permet forcément plus que des mouvements en flexion-extension et une légère inclinaison. À l'inverse des thoraciques, où on est plutôt dans un plan antéro-postérieure pour les Mm. thoraciques les plus hautes. Et là, effectivement, on a des mobilités en rotation. Mais mine de rien, même si il y a des verrouillages articulaires en thoracique, comme c'est fonctionnel, le thoracique, comme on l'utilise tous les jours, c'est vraiment pas la première chose qui est déficitaire ou dysfonctionnelle chez les golfeurs. Vraiment pas. D'accord. Ils, Très ils bien. utilisent beaucoup plus, justement, et c'est des fois là aussi le siège de pathologie, c'est qu'ils vont avoir des tensions musculaires, etc., au niveau thoracique, parce qu'ils utilisent beaucoup plus les épaules et le rachis thoracique que d'aller chercher des mobilités de hanche. Les mobilités de hanche sont vraiment celles qui Ok. sont les premières touchées lorsqu'il y a un déficit de mobilité. Je pense Ok, que c'est génial. plus fonctionnel, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas nos hanches, nous, dans la vie fonctionnelle. On n'utilise pas les hanches, à part ceux qui font du sport, du pilates, du yoga, etc. Mais Mm. lorsque tu vois quelqu'un marcher dans la rue et se retourner, il va plutôt se retourner avec ses thoraciques plutôt qu'avec ses hanches. C'est Il ne va vrai. pas tourner sur ses hanches. Alors du coup, je pense que le fait que ce soit plus fonctionnel de mobiliser des thoraciques que des hanches, et ben, du coup, on retrouve un tout petit peu moins ça. Mais tu as raison, après, on va toujours aller voir le sus et sous-jacent. Et puis moi, je suis dans un... Alors, c'est à discuter, ça aussi, mais je suis toujours dans un schéma par rapport au FEMS et TPI, Titleist Performance Institute le reprend aussi.
c'est que cette alternance en fait d'articulation stable, articulation mobile. On a les thoraciques qui doivent être mobiles. Quand je dis mobile, c'est que vraiment ça doit bouger en rotation, etc. Et Mhm. normalement, les lombaires, même si ça bouge, parce que l'autre jour je me suis fait reprendre là-dessus, ça bouge, évidemment que ça bouge, mais ça doit être une zone qui doit se stabiliser, à l'instar des hanches en dessous qui doivent être mobiles. Tu Oui, vois? oui, c'est un Donc, schéma de pensée qui permet ouais, de comprendre un schéma de maillon, c'est-à-dire facilement. un maillon de chaîne qui fait que bah, lorsque tu as quelque chose de mobile, à côté, tu as quelque chose d'un peu moins mobile, un peu plus stable, etc. etc. Et ça s'enchaîne un peu comme ça. Donc, et oui, le sus et sous-jacent sont toujours à aller vérifier de toute façon. Ok. Justement, je trouve que bah, c'est un sport qui est très asymétrique. Ouais. Du coup, la première pensée qui me vient, c'est le tennis, qui est un sport aussi très asymétrique. D'ailleurs, ceux qui connaissent un peu quelqu'un dans le tennis, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je serais ravi de pouvoir échanger avec quelqu'un de spécialiste là-dedans. Mais est-ce que justement, l'asymétrie dans le sport, comment elle est gérée? Est-ce que en aval, est-ce que tu vas plutôt essayer de contrecarrer ça dans ta prise en charge, notamment de prévention de blessures, de prophylaxie? Ou est-ce que non, justement, tu vas peut-être aller davantage dans cette asymétrie? Comment c'est géré à ce niveau-là? Non, alors déjà, il y a un fait qui est certain, c'est que ça aussi, c'est un peu récent en Europe. Enfin, je l'ai vu beaucoup, beaucoup aux États-Unis et ça arrive depuis peu. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de golfeurs maintenant qui s'entraînent, alors pas forcément à taper des balles, mais qui s'entraînent même au practice avec des clubs, ce qu'on appelle des clubs lestés, c'est-à-dire qu'ils ont des poids au bout des clubs pour travailler la vitesse et la survitesse, et ils travaillent droite et gauche. C'est-à-dire qu'ils font des swings à droite et ils font des swings à gauche, pour l'ensemble des golfeurs. Et après, en fait, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que finalement, le parcours de golf, ou en tout cas la compétition de golf, c'est vraiment la partie haute, 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 haute de l'iceberg. Le travail de mobilité, le travail de renforcement, on essaye d'avoir la préparation la plus symétrique possible, ou en tout cas, on va aller aussi solliciter l'autre côté. Parce qu'il y a un truc Ouais, qui est sûr, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que si tu as les muscles pour effectuer un mouvement, mais que tu n'as pas les muscles pour freiner ton swing à l'arrivée, eh ben, tu perds en équilibre, tu perds en stabilité, et donc du coup, la seule chose que doit faire un golfeur, c'est de frapper la balle à un endroit précis de son club. mm, S'il mm. n'a pas la stabilité, s'il n'a pas l'équilibre, il va avoir beaucoup de mal à frapper cette balle, qui est quand même pas très grande, sur cette face de club, qui est quand même pas super grande non plus. Ouais, Donc, si tu as les muscles qui sollicitent ton mouvement, mais que tu n'as pas les muscles pour freiner ton mouvement, donc on travaille les muscles pour activer, mais aussi les muscles en excentrique pour aller freiner ce mouvement-là. Et c'est très ça, en bien. fait, où on arrive à travailler la pathologie, enfin, à éviter les pathologies et travailler sur la préparation physique. C'est du coup, on travaille vraiment ces deux côtés-là. Ouais, génial. Comme j'ai dit en intro, donc tu travailles avec l'association des kinés et ostéos du golf. Tu vas depuis plusieurs années au golf de Chiberta pour t'occuper des minimes et des cadets pour les championnats de France des jeunes. Ouais. Quel est ton rôle auprès de ces jeunes golfeurs, golfeuses pendant cette compétition? Alors, en fait, il faut savoir que les championnats de France, ça change tout le temps de golf, hein. D'accord, Ça change tout le temps. Là, cette année, effectivement, j'étais à Chiberta, j'étais à Bordeaux l'année précédente. d'accord. Et Et en là, 2021, c'était aussi à Chiberta. en 2021, alors, il y a eu les garçons, et là, cette année, Ah c'était les filles. oui, d'accord, Voilà. je En vois, fait, je ils vois. changent tout le temps de golf comme ça. Aussi parce que bah, les gamins, ils ne peuvent pas jouer tout le temps sur le même golf, parce que du coup, ça privilégierait ceux qui Ouais, jouent aussi évidemment. ici. Mais Mhm. là, tu vois, cette année, les garçons étaient à Omaha Beach, en Normandie, et les filles étaient ici à Chiberta. Quand l'année dernière, les garçons étaient ici à Chiberta, et les filles étaient à Lyon. Donc, moi, Mhm. mon rôle, le rôle, il est ultra préventif, là, sur les championnats. Les gamins, ils arrivent la trouille au ventre. Ils ont 4 jours de compétition. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le golf, il y a un champ de joueurs, on va dire 160 joueurs à peu près sur le tour européen ou sur le PGA Tour. Et au bout de 2 jours, il y a la moitié de ce champ de joueurs qui s'en va. Et Ouais, c'est exactement la même chose en championnat de France. C'est-à-dire que là, il y avait cette année une soixantaine, je crois, de jeunes filles. Et au bout de 2 jours, il y a 30 filles qui rentrent chez eux. d'accord. Donc là, il y a une espèce de petite pression pour les jeunes filles qui viennent jouer parce que bah, du coup, ils ont envie de faire bien, ils ont envie de passer jeudi, vendredi, mais surtout samedi et dimanche pour que dimanche, ils puissent gagner quelque chose. L'objectif, c'est que ce soit ludique et que ce soit fun et que ce soit pas prise de tête. Moi, je suis un kiné. On fait avec on a un préparateur physique aussi avec nous et Mhm. qui fait les échauffements et tout ça. Et le but, c'est vraiment de rassurer. C'est-à-dire que s'il y a une petite douleur, ils dorment pas à la maison. Ils dorment souvent à l'hôtel, ils sont pas dans leur lit, ils ont des oreillers qui sont pas les leurs, etc. Bah, il y a des torticolis, il y a des maux de dos, il y a peut-être la fatigue aussi de la saison qui s'accumule, et donc du coup, bah, là, il faut les rassurer, il faut faire ça. Donc moi, le rôle, c'est préventif,
rassurer et être un peu sympa et fun parce que ils sont déjà dans un schéma de compétition qui est un peu compliqué pour elle ou pour lui, pour l'âge qu'ils ont, parce que c'est très précoce hein, finalement, hein, ces grosses Mhm. compétitions. Bien sûr. Et puis après, c'est du soin. Et le soin, là, c'est vraiment du soin direct, c'est-à-dire qu'il faut essayer le plus possible De soulager très de rapidement. calmer, de soulager une douleur, un truc pour qu'ils aient plus ça en tête et qu'ils se focalisent vraiment sur leur parcours, sur leur échauffement, sur leur parcours, etc. C'est pas si simple parce que il y a des fois, il y a des pathologies aussi qui traînent depuis une semaine, 15 jours, un mois, et que le jour de l'événement, quand il y a le trouillomètre à zéro, et ils ont encore un peu plus mal, ils ont encore un peu plus de fatigue, etc., etc. Il y a des garçons ou des filles qu'on voit sur 4 jours parce qu'ils sont là. Et puis, il y a des fois, on en a qui viennent que le dernier jour, ou des choses comme ça, parce que les 3 jours ont été très intensifs. Et voilà. C'est hyper intéressant. Et puis, ce rôle préventif me permet aussi de leur donner la vision du kiné libéral, du kiné de ville, en disant, rapprochez-vous de quelqu'un qui connaît le sport, rapprochez-vous de quelqu'un qui connaît le golf si vous pouvez, parce que c'est pas répandu non plus, mais il y en a quand même pas mal en France maintenant. Et n'hésitez pas à vous faire prescrire une ordonnance, n'hésitez pas, fais voir ton genou à un kiné qui s'y connaît, fais voir ton épaule à Mhm. un kiné qui s'y connaît, parce que si tu commences comme ça à 15, 16 ans, ça va être dur après, hein. Le volume d'entraînement va être de plus en plus fort, tu grandis, et puis le corps ne s'adapte plus autant que quand on a 14, 15 ans. Donc, il faut vraiment faire de la prévention là-dessus et de l'information sur vous pouvez être pris en charge, vous pouvez. Et souvent, les parents viennent nous voir à la fin des 4 jours en nous disant oh, génial, effectivement, vous nous avez donné telle adresse ou un contact à Bordeaux, à Lyon, à Lille ou n'importe quoi, Ouais, c'est trop génial, bien. on va le voir et ça, c'est cool, quoi. Ouais, la Et qui, puissance et du qui- et réseau. Ouais. qu'ils aient, ouais, et puis qu'ils aient connaissance que un golfeur ou une golfeuse, c'est un préparateur physique, peut-être un nutritionniste, un kiné, un podologue, mais tout ça, on n'a pas besoin d'avoir 150 000 € à l'année. C'est des praticiens de ville qui peuvent tout à fait prendre Ouais, en charge exactement. les golfeurs ou les D'avoir ces contacts-là dans ton téléphone Ouais, qui peuvent te exactement. prendre en charge et puis au fur et à mesure qu'ils te connaissent. Et merci ouais, pour ce témoignage. Et moi, ce qui me vient à l'esprit, donc effectivement, tu as un rôle, on va dire, dans le soin d'urgence pour Oui, les petits bobos, etc., pour exactement. soulager en fait l'athlète. Tu as un rôle énorme en fait de bienveillance, etc., pour rassurer, mettre l'athlète dans de meilleures conditions et surtout de sensibilisation finalement. Oui, parce que ça, cette sensibilisation, elle est pas forcément acquise par tous, même pas par les familles, en fait. Souvent, ils jouent au golf, ils ont leur coach de golf et ils ont pas grand-chose. Moi, j'étais assez impressionné. Une année, on était à Bordeaux-Lac où il y avait les garçons et les filles sur le même endroit. Et on avait un nutritionniste cette année-là qui est intervenu avec nous. Quand il demandait aux gamins ce qu'ils avaient dans leur sac pour aller jouer 4 heures, 4 heures et demie, c'était, je crois, plein mois de juillet, il faisait un cagnard pas possible et que les gamins sortaient sandwich, jambon gruyère et une bouteille de coca, rien que la sensibilisation là-dessus, elle était pas bien faite, si tu veux. Alors, c'était pas Mhm. 100% des gamins qui avaient ça, si tu veux, mais Oui, c'était oui, quand oui. même la plupart. Donc déjà, si ça, c'est pas bien mené, tu te dis que peut-être le soin de prévention, il n'y est pas. Le soin curatif non plus, il n'y est pas. Et puis la préparation physique, la podologie, etc. C'est loin d'être déjà dans les têtes et pour des jeunes sportifs comme ça, ils n'ont pas encore cette notion de prise en charge et que eux sont des Formule 1 et que derrière, il faut une équipe pour pouvoir organiser tout ça. Sans ingénieur, sans rien, il y a pas de course, quoi. Et je pense que le golf souffre un petit peu encore de cette image un peu pas très sportif. Et alors les jeunes que je vois, moi, ils sont super sportifs, mais dans l'idéologie des parents, etc., c'est peut-être encore un peu compliqué, tu vois. J'ai Ouais, beaucoup ouais. de parents qui me disent, ah bon, mais vous êtes spécialisé dans le golf, ça existe? Ah oui, oui. Et puis vous avez un réseau, vous avez tout un tas de praticiens qui peuvent vous venir en aide dans votre région, dans votre coin, ou même si vous faites 30 minutes de route, ça vaut peut-être le coup d'aller faire des séances avec cette personne-là qui connaît le sport, qui connaît la biomécanique, qui connaît les pathologies associées, et comme ça, on évite d'avoir tout ça, quoi. Ouais, Et puis après, génial. les conseils, clairement. Les conseils de préparation physique avec un préparateur physique, les conseils de récup. Je suis assez effaré, après 4 heures et demie de marche, de voir des gamins ou des gamines, ou même ici des patients, ou ça, vous faites quoi après le golf? Une petite bière, c'est toujours plaisir. Enfin voilà, si tu fais une compétition de 4 jours, c'est pas possible ça.
Tu peux pas faire ça. Et quand tu regardes un peu sur le haut niveau, PGA Tour ou DP World Tour, les mecs, ils sont à la récup, ils sont au vélo avec faible intensité, ils font de la récup pendant 1 heure, ils font du foam roller peut-être, ils font du cupping peut-être, ce qui leur convient et ce qui mentalement aussi leur permet Mhm. d'être bien dans leur basket. Mais ça, ils ont pas encore la capacité de l'intégrer, ou en tout cas, ils ont pas les moyens d'avoir ces informations-là. Du coup, c'est vraiment ça qui régit notre intervention là-dessus, quoi. Et c'est la Ok. Fédé qui met ça en place et c'est génial. D'une année à l'autre, en plus, on suit souvent les gamins comme ça d'une année à l'autre sur les différents, minimes, cadets, etc. On voit que bah, ils ont pris en compte tout ce que tu leur as dit. Ils ont un petit élastique, ils ont un foam roller, ils ont un petit truc. Et puis bah, voilà, l'échauffement, la récup et tout ça se font un peu plus facilement. Et en tout cas, ils ont les bases, quoi. Mais effectivement, la bière, bon, bah, c'est chacun vaut midi à sa porte, mais c'est surtout, c'est pas pour tirer à balles réelles sur ça, c'est plutôt de dire si tu n'as pas plus d'objectifs que ça, pourquoi pas. Si tu fais pas plus que ça, pourquoi pas. Exactement. Par contre, si tu aspires à autre chose, ben, il faut que tu vois les choses différemment et que tu puisses, voilà, effectivement, être entouré, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis changer vraiment cette façon de faire et vraiment t'orienter vers ce qui est bon pour performer. Récemment, tu as été interviewé par Sortie de Bunker, qui est un Oui, magazine basque spécialisé dans le golf. Et dans oui. celui-ci, tu as dit que les jeunes pros qui te consultaient avaient pour objectif d'éviter la blessure. Et j'avais trouvé ça super mature et intéressant de leur part. Peux-tu justement nous en parler plus en détail? Alors, en fait, il faut savoir que le golf, avant un certain niveau, c'est pas très rémunérateur. C'est-à-dire qu'il faut gagner vite et il faut gagner sur les hauts championnats pour pouvoir commencer à gagner un peu d'argent. Alors là, ça y est, dans le monde amateur, ils peuvent avoir maintenant quelques rémunérations sur certaines compétitions, ce qui n'était pas le cas avant. Ils avaient que des dotations et pas de la rémunération. Mais il faut savoir qu'une saison, du coup, avec les voyages et tout ça, coûte très cher. Et en fait, vraiment, la motivation première, c'est de pouvoir faire une saison entière sans blessure, parce que si tu te blesses, ça veut dire que tu ne peux pas faire la compétition. Il y a un espèce de ranking qui se fait au fur et à mesure des compétitions. Tu engranges une quantité de points et qui te permettent d'accéder ensuite à des phases finales en fin d'année, ce qu'on appelle les PQ et les cartes. Et donc, D'accord. ces cartes-là te permettent d'accéder à la division du dessus, si tu veux. C'est comme si tu étais en national, tu viens en Ligue 2 et puis en Ligue 1, pour ceux qui connaissent le football. Et ben, c'est Mhm. comme si un joueur était individuellement un club et puis ces points-là lui permettent de faire des playoffs à la fin de l'année. Et puis, bah, ceux qui gagnent les playoffs ont telle division, ceux qui sont deuxième, troisième, quatrième, cinquième ont telle ou telle division ou telle possibilité d'aller dans cette division-là. Tu as des joueurs qui vont être invités sur 5 compétitions sur la division du dessus parce qu'ils ont fait une victoire sur la compétition du dessous, par exemple. Et donc ça, bah, plus tu montes dans cette division-là, plus évidemment c'est rémunérateur. Mais pour te dire une moyenne, sur la troisième division du golf aujourd'hui, le vainqueur gagne moins de 10 000 euros. Sachant qu'une saison de golf avec tout ce que ça comprend comme trajet, comme hôtellerie et tout ça, on est aux alentours entre 150 et 200 000 euros. Eh oui. C'est quand même Est-ce pas qu'ils mal. payent aussi les Pour, tournois? certains, pour certains tournois, oui. Alors, il y a des tournois maintenant qui se mettent en place, pardon, qui s'appellent du pay and play. Ben, c'est un peu comme le poker. Tu mets de l'argent dans un pot et puis Ok, à la fin, tu te divises ça. Donc ça je marche vois. assez bien parce que ça permet aussi d'avoir des compétitions un peu plus régulières. Souvent, ça vient soit un peu avant la saison, soit à la fin de la saison pour remettre un peu d'argent dans les caisses, quoi. Mais sinon, effectivement, alors c'est souvent sur invitation, hein, quand même, sur les tournois ou si tu veux être sur la ligue du dessus, effectivement, ça coûte très cher. Et en fait, véritablement, l'épouvante, c'est de se blesser en cours de saison et de pas pouvoir avoir la fin de la saison, pas avoir les cartes, pas pouvoir passer les cartes et tout ça. Donc là, il y a encore un grand rôle de prévention. Et moi, je suis en lien avec deux, trois préparateurs physiques qui connaissent golf et qui m'aident à cette prévention-là, parce que nous, on a une prévention un peu plus kinésithérapique sur la pathologie, sur les petits bobos, etc. Et puis après, on va vite vers la préparation physique vraiment globale et continue dans l'année pour que ces joueurs-là ne se blessent pas. Et effectivement, c'est vraiment une question d'argent, quoi. Mais finalement, il y a cette notion d'investissement, déjà de base par rapport, bah, comme tu disais, les hôtels, les déplacements, les Ouais, tournois, etc., qui diffèrent de beaucoup de sports. Je sais que ouais, dans le tennis, c'est aussi quelque chose qui est identique, où en fait, tu investis beaucoup de temps, beaucoup d'argent avant de peut-être gagner de exactement. l'argent. Ouais, ça c'est assez fou. Et puis ça se retrouve aussi au niveau des sponsors. C'est-à-dire, plus tu fais de résultats, plus tu as des sponsors.
Mhm. Et donc, les gars vont avoir des dotations de fringues, de pompes, même de clubs, de sacs, etc. Donc, c'est déjà une bonne chose pour leur portefeuille. Arriver à avoir véritablement des sponsors qui commencent à payer les voyages ou des choses comme ça, faut Et aller ouais, ouais, ouais. vraiment dans Mais les hautes sphères, effectivement, quoi. du coup, vu que l'investissement il est conséquent, tu as parlé plusieurs centaines de milliers d'euros par an, Ouais. derrière, d'avoir une allocation de quelques milliers d'euros pour des professionnels qui t'entourent, quelque part, ça fait sens en fait. Ouais, c'est ça. Ah, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au golf, il y a une nouvelle série Netflix là, qui vient de sortir justement sur le golf. Ok. Et on le voit un petit peu cette notion-là, c'est-à-dire que des fois, un coup de golf, donc un putt, c'est-à-dire rentrer la balle dans le trou, dernier truc, peut te faire perdre, alors je parle du PGA Tour ou du DP World Tour, hein, peut te Ouais. faire perdre 500, 600 000 euros. C'est énorme sur un coup de golf. Et en fait, pareil, quand les joueurs commencent à arriver dans ces compétitions-là et que bah, ils ont la trouille au mètre parce qu'il faut peut-être ramener 10 000 euros ce mois-ci pour aller en Égypte ou pour aller telle destination la semaine prochaine et puis que j'ai pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai beaucoup de joueurs professionnels qui sont en colocation Et ouais. pour diviser les frais. Ils voyagent ensemble, ils prennent une voiture, ils sont trois ou quatre, ils prennent un hôtel, ils prennent une piole à trois ou quatre. Pour ça. Mais les conditions sont pas forcément géniales parce que si tu veux, au golf aussi, on a ce qu'on appelle des tea time. Donc les mecs ne commencent pas leur parcours évidemment à tous à la même heure. C'est-à-dire que tu n'as Mhm. pas un match à 18 h et tout le monde va au match à 18 h. Et Mhm. donc, du coup, le gars qui commence à 7 h le matin, le premier tee, ou à 7 h 15, eh ben, il se lève à 4 h 30 parce qu'il fait son warm-up, il fait sa petite préparation physique, il fait son échauffement technique, et puis ensuite, il va sur son tea time. Celui qui commence à 11 h, lui, il n'a pas besoin de se lever à 4 h 30, mais il entend le copain qui se lève, qui prend sa douche, qui prend son petit déj, etc. Donc, tu vois, les conditions sont très, 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 très compliquées au tout début de cette carrière-là. Et Ouais, lorsque je tu vois. vas accéder un petit peu plus tard, bah, quand tu vas prendre ta piole tout seul, quand tu vas prendre ton transfert ou ton avion tout seul, effectivement, tu as des conditions beaucoup. Donc, c'est très, très dur de monter dans ces compétitions-là parce que déjà, dès le départ, c'est difficile de s'en sortir. Ouais. Ok. C'est Mais difficile. du coup, effectivement, il y a un impact mental qui est Énorme, vraiment conséquent. énorme. Donc, d'être entouré par un préparateur mental, un psychologue du sport ou peu Exactement. importe, C'est vrai en que ça, fait, j'en ai pas trop parlé pour l'instant sur les praticiens, mais c'est quelque chose qui est maintenant de plus en plus en vogue et vraiment de plus en bah plus, ouais. c'est la préparation mentale parce qu'en fait, bah, tu te rends compte que au bout de 4 jours, au 18e trou, si tu as un coup de golf à faire et que tu peux gagner, alors sur le PGA Tour, c'est des millions, mais rien que sur le DP World Tour, si tu peux gagner 300 000 à 400 000 euros sur un parcours ou une compétition, bah déjà, tu as l'esprit tranquille pour le reste de la saison, hein. Et oui, Le oui, mec oui. qui gagne le premier tournoi en début de saison, qui prend 4, 5, 600 000 euros sur le premier tournoi, c'est quand même plus Mm. agréable pour le reste de la saison, si tu veux. Moi, en fait, par rapport à tout ce que tu viens de dire, ça me fait penser en fait à un chef d'entreprise, un Ouais, PDG. Il est, comme tu dis, c'est une entité comme un club. Et donc, il est obligé en fait de faire les choix financiers, les choix pour lui, pour sa carrière, à ouais, court terme et à long terme. exactement. Et donc, il y a véritablement cette mentalité-là que tu dois avoir. Et tu vois, j'ai échangé avec Adrien Cabon, préparateur mental, qui est d'ailleurs le deuxième podcast, si vous voulez écouter, où on parlait de cette notion. Alors, lui, il est dans le football, mais du coup, il parlait de la notion de micro-entreprise. Mhm. C'est-à-dire que c'est une micro-entreprise au sein d'une entreprise qui est un club. Et donc, il doit faire le choix parce que malgré tout, il fait des choix de carrière quand il change de Bien club, sûr. etc. Et je trouve que finalement, les sportifs de sport collectif devraient vraiment s'inspirer de cette mentalité-là des Bah, sportifs individuels. on le voit hein, chez certains, hein, on les voit même prendre comme un peu des community managers, des choses comme ça, pour gérer. Moi, j'ai des jeunes, même des jeunes pros, là, qui ont soit la maman, soit le papa, soit une copine, soit un copain qui est dans la com, qui leur Mm. fait des books pour présenter aux sponsors, pour pouvoir avoir des sponsors. Et ouais, c'est le nerf Ils de ont la guerre. aussi la famille qui leur book leurs billets d'avion, leurs hôtels et tout ça, pour qu'ils aient plus qu'à se concentrer sur le jeu, sur leur préparation, etc. Mm, Parce qu'en mm. fait, c'est très difficile de dire ça sur le golf, mais c'est une charge mentale énorme. Et si tu veux te concentrer pour gagner, tu n'as pas le choix que d'avoir un entourage, quelque chose comme ça. Un golfeur tout seul ne pourrait pas, aurait pas la capacité de tout gérer et en même temps de bien jouer et en même temps se concentrer sur telle compétition et en même temps faire 4 jours de golf où tu dois jouer le Mm. feu pendant 4 jours, quoi. Ça, Ouais, à mon sens, c'est compliqué. ouais. On en Et du coup, revient ça, c'est sur. notre rôle aussi, du coup, de préparateur physique, de kiné, de préparateur mental, de Ouais. mettre
tout ça, toutes ces forces vives-là en place pour que le golfeur, une fois qu'il arrive sur le tee numéro 1, qui pose sa balle et qui commence sa compétition, il n'ait plus qu'à penser qu'à sa balle et pas à se dire putain, la semaine prochaine, je vais avoir un avion à telle heure, est-ce que je vais l'avoir ou est-ce que je vais partir? Et Ça, ouais, c'est pas possible dans la tête d'un golfeur. Et tout ouais, golfeur te évidemment. dira que si s'est engueulé avec madame le matin et qu'il va jouer au golf, tu vas jouer comme une saucisse. Ou si tout va bien dans ta vie, bah, tu peux marcher sur l'eau et jouer le feu alors que tu n'avais jamais joué comme ça. La tête est vraiment une. Et alors, c'est pas du tout mon domaine, moi, la préparation mentale. Ça m'intéresse énormément, mais c'est pas du tout mon domaine. Mais aujourd'hui, beaucoup de golfeurs s'orientent vers les préparateurs mentaux parce que c'est la clé, c'est ça. C'est la Mm. préparation physique, le soin préventif ou curatif et la prépa mentale qui est énorme. Très clairement, maintenant, je m'associe avec des prépas mentaux, tout Ouais, ouais. simplement parce que j'y vois un gros intérêt, déjà pour le sportif, mais en fait, même pour moi, c'est-à-dire dans ma prise en charge, que ce soit en préparation physique ou même en kiné, bah, en fait, ça peut me déloquer des cadenas et Ouais, me permettre en fait de sublimer mon travail en fait, et du ouais, coup c'est de ça. sublimer l'athlète. Donc voilà, on va fermer la parenthèse sur ce sujet-là. Mais en tout cas, si vous voulez écouter, le podcast numéro 2 avec Adrien Cabon. Dans ce même magazine, tu as dit, ce n'est pas le geste en lui-même qui est générateur de problèmes, mais plus le manque de mobilité ou de force qui impose à notre corps des compensations. Amen. Peux-tu développer, s'il te plaît? Mais oui, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début de podcast, c'est-à-dire que en fait le geste technique, c'est vraiment la partie vraiment la plus haute de l'iceberg, c'est-à-dire qu'un corps humain fonctionne avec des muscles, des os, tendons, des ligaments, etc. On essaye d'avoir le maximum de mobilité sur les articulations qui doivent bouger, on essaye d'avoir des muscles les plus forts et les plus qui maintiennent le mieux pour pouvoir avoir de la stabilité. Et puis après, tu as tout l'aspect neurologique et puis contrôle moteur qui peut rentrer en jeu. Mais Mhm. en fait, le golf, on se rend compte que s'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, c'est-à-dire qu'il y a une mobilité qui manque ou une stabilité de hanche, une stabilité de genou qui est pas présente, et ben c'est là où les compensations vont se mettre en place. On va pas aller sur un genou parce que le genou est pas stable et donc du coup bah, le geste technique va se perturber parce qu'on n'a pas envie de charger sur ce genou-là qui est pas stable. Le corps, le cerveau le comprend, le sait, et donc, du coup, on va compenser avec autre chose. Bah, on va compenser avec une cheville, on va compenser avec un pied, on va compenser avec une hanche, alors que ce n'est pas son rôle. Bah, tout ça, mis bout à bout, et ça en arrive à des pathologies. Mais très franchement, il y a très peu, alors à moins vraiment d'aller taper dans une branche d'arbre qu'on n'avait pas vue sous la terre, et là, effectivement, on se blesse. Mais le swing de golf n'est pas générateur de pathologie à part entière. C'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, chez les professionnels, c'est la surutilisation. Et on en arrive à avoir des golfeurs qui tapent de moins en moins de balles, justement. Ils font plus de travail neurologique, plus de travail physique là-dessus, et ils tapent de moins en moins de balles parce qu'ils savent que le geste, il est bon, ça y est, il est fait. Maintenant, je dois faire que mon corps, il bouge bien et qu'il soit stable là où il faut. Et qu'en plus, j'ai des bonnes capacités neurologiques, c'est-à-dire que je me concentre bien, que je suis capable de tenir 4h30 de concentration, que mes rapports tactiles, mon rapport au sol, etc., soient bons, la prépa mentale soit bonne, et après on y va, quoi. C'est rare qu'il y ait une vraie pathologie liée au swing de golf. C'est que des compensations. Et comme on le disait tout à l'heure, si on reprend ce schéma de zone stable, zone mobile, etc., si ça s'est perturbé, eh ben, ça compense. Et on en revient avec ce que tu disais sur la Formule 1, où voilà, il faut faire Bah, c'est ce que je dis des souvent à petits mes patients. détails. Imaginez que vous mettiez une roue de Twingo sur une Formule 1, Ça ne même fonctionnera s'il a pas. 3 autres roues, ça marche pas. Ça peut pas Mhm. marcher. C'est pas possible. Et pourtant, vous avez une Formule 1 et vous avez la Formule 1 Mhm. la plus efficace possible, mais vous Mhm. n'avez pas. Il y a un truc qui va pas. Et c'est votre mobilité de genou ou c'est votre mobilité d'épaule. Et ça, malheureusement, bah, tu pourras pas rouler à 300 km/h avec un pneu Twingo. C'est pas possible. Donc Ouais, je c'est trouve que c'est une belle image, ouais. ah ouais, là, là aussi, il faut savoir aussi, des fois, mettre un peu d'image là-dedans pour pouvoir amener de la compréhension, parce que comme tu le disais tout à l'heure sur le discours, il y a aussi ce discours vocal, hein, ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique qu'il faut donner aussi. Il faut pouvoir motiver ses joueurs, il faut pouvoir motiver ses patients, et des fois de leur faire comprendre les choses, de leur expliquer les choses. Bah déjà, tu as déverrouillé, comme tu disais, les cadenas, tu déloques un petit peu tout ça, et ça permet d'avancer et pas que le patient se dise bah, je sais pas quoi faire, le kiné m'a rien dit, je peux pas faire tel exercice, si je le fais pas, j'en sais rien.
Bon, des fois, ah ben oui, bon, il m'a dit que le genou, il fallait que ça bouge. Donc vas-y, je vais marcher, ça y est, je vais faire du vélo, je vais à la piscine, etc. Ça, Mm. c'est important. Oui. Encore une fois, ouais, on parle de l'importance des mots qu'on va Ouais, employer, clairement. de la manière de le dire. Tu parlais de la PNL. Et effectivement, je pense que c'est des choses, c'est des vrais axes de progression pour nous, professionnels, qui accompagnons des Bien sûr. patients, des sportifs. Très bon conseil. Justement, on va passer sur la dernière partie du podcast. J'aimerais que tu nous donnes ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif. Je diviserai en deux le sportif amateur et le sportif de haut niveau. Très bien. Parce que le sportif amateur, en gros, moi, ce que je lui donne comme conseil, c'est surtout de bouger. Faites une activité physique. Vous avez mal à la jambe ou vous avez une pathologie au niveau du genou, faites de l'activité qui va vous solliciter le haut du corps. Et en plus, ce sera bon pour la cicatrisation, ce sera bon pour la consolidation, donc pas de souci. Bougez le plus possible. Activité physique, on voit là les derniers chiffres qui sont tombés, on est 218e sur 285 pour les gamins sédentaires alors qu'on est en France, dans un pays où tout va bien, normalement, on ne devrait pas avoir ce niveau de sédentarité-là en France. C'est pas Mhm. possible. Sauf que le confort, trop de confort nous tue finalement. La sédentarité, c'est le premier cause de mortalité. Donc, chez les patients amateurs, je dirais, voilà, bougez, faites-vous plaisir, trouvez une activité qui vous fasse plaisir, que ce soit la rando, le vélo, la natation, le surf, etc. Mais bougez. Chez les sportifs de haut niveau, à mon sens, le meilleur conseil, c'est le plus souvent de se connaître. Moi, je dis souvent à mes sportifs de haut niveau, essayez de vous renseigner, essayez de faire des petits podcasts comme le tien, essayez d'écouter, essayez de lire, essayez de choses. Essayez de vous connaître le mieux possible pour pouvoir diagnostiquer vous-même un petit peu déjà ce qui va pas. Ce qui va, eh ben, on continue à performer là-dessus. Ce qui va pas, on essaie de l'améliorer. À partir de ce moment-là, il y a un arbre décisionnel qui se met en place. Ça va, je continue à tracer la route dans ce qui va. Ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai comme outil pour l'améliorer? Et c'est comme ça qu'on combine finalement un petit peu les prises en charge, parce que lorsqu'on a trouvé un petit peu ses points forts, ses points faibles, si on arrive à bien gérer ça, on arrive à vraiment faire du bon boulot et avoir vraiment des bons résultats derrière, quoi. Sans diagnostic, c'est compliqué. Mais il y a quand même dans ton message cet aspect de proactivité que Ouais, doit avoir le sportif à s'intéresser et pas être passif, à se dire, ouais, bon, bah voilà, il y a des choses qui, ça se passe. Et puis, bon, exactement. je fais mon activité. Bon, j'ai quelques douleurs, mais bon, ça va passer. Mais non, Ouais, c'est ça. plutôt être proactif. Pourquoi j'ai cette douleur? Aller consulter. Et puis Exactement. surtout s'ouvrir sur tous les domaines qui peuvent accompagner sa performance Et sportive. ce que je rajouterais aussi par rapport à ça, alors nous, on n'est pas très bien lotis parce qu'en France, l'école ne nous donne pas l'opportunité de faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités Mm, physiques, mm, mm. malheureusement. Par exemple, les Américains sont performants dans 3, 4, 5 sports. Quand tu vois Michael Jordan aujourd'hui, comment il joue au golf, Rafael Nadal, qui n'est pas américain, mais Rafael Nadal qui joue super bien au golf, là, il y a des golfeurs, ils auraient pu, alors ils ont fait une université pour s'orienter vers le golf, ils auraient pu faire du football américain, ils auraient pu faire du baseball, ils auraient pu faire 3 sports différents, et ils auraient été professionnels là-dedans aussi. Un jour, ils se sont dit, bah tiens, je suis un petit peu meilleur en golf, donc je vais faire du golf. Et c'est là qu'aujourd'hui, en France, ce qui est compliqué, c'est d'orienter vers d'autres sports. Quand moi, mes patients disent, qu'est-ce que je peux faire? Je fais du golf, mais maintenant, là, j'ai mal, je ne peux pas faire. Bon, voilà. Allez faire du vélo, allez faire du... En fait, ils ont pas la notion de, bah, vous pouvez faire autre chose aussi. Bouger, ça ne veut pas Ouais. dire forcément que faire du golf. Un joueur qui s'est blessé au football, on ne va pas le remettre tout de suite à courir derrière un ballon. Il y a d'autres sports, il y a d'autres choses qui pourront faire. Chez les gamins, chez les amateurs ou même chez les pros, multipliez un peu vos capacités physiques avec d'autres sports. Déjà, vous allez travailler beaucoup plus la mobilité parce que vous allez travailler autre chose. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mhm. La force musculaire, elle va être différente, donc vous allez travailler autre chose. La stabilité aussi. Un joueur de basket, il ne va pas avoir la même stabilité qu'un surfeur ou que ça. Mais s'il fait le même sport, il va acquérir ces capacités-là. Et puis, du coup, c'est quelque chose qui va lui servir de toute façon. C'est nos capacités physiques qu'on va développer. Donc, c'est génial. Ton discours résonne beaucoup avec celui de mon pote Liamine Bellaloui, qui a travaillé justement avec les féminines professionnelles de l'OL. Il s'est rendu compte que les internationales, notamment une Australienne, il me semble, qui aurait pu être professionnelle dans 3 sports. Et il me dit, ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux retrouver dans d'autres pays, etc. Alors que, ben, tu vois, on a parlé beaucoup de l'hyperspécialisation. On a des gamins qui font du foot ou du tennis ou du basket depuis la tendre enfance et qui n'en sortent pas.
Mais ça, Et c'est c'est... dans les mœurs aussi, hein, c'est dans les Mm, mœurs aussi, parce que moi, j'ai déjà vu un enseignant de golf se faire disputer par un parent, parce que lorsque la personne a amené son enfant à l'école de golf et qu'elle l'a laissé pour le cours, en arrivant 10 minutes en avance, le prof de golf avait fait faire une balle au prisonnier aux enfants. Le parent a dit, non, mais attendez, moi, je suis pas là pour qu'il fasse de la balle au prisonnier, je suis là pour qu'il fasse du golf. Et mm, ça, malheureusement, c'est un discours qui est mauvais. Parce qu'en fait, en complet. faisant une balle au prisonnier, on crée du social, on crée d'autres aptitudes physiques, peut-être cognitives aussi, et c'est Mhm. ça qu'il faut faire. Et en Et fait, du comme tu ludique. disais, en Australie, exactement. Et comme tu disais, en Australie ou aux États-Unis, les gamins sont capables de faire 5 sports et avec de très très bonnes performances, de très très bons Mhm. niveaux. Si tu Ouais, les clairement. hyper spécialises dès le départ, et puis en plus, s'ils ne réussissent pas, eh ben, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils sont le mental dans les chaussettes, et puis ouais, je réussirai jamais, j'ai tout raté, et voilà. Franchement, super. Merci pour ton message qui est très parlant. J'espère qu'il sera dans les bonnes oreilles. Matt, voilà, pour aller un peu plus loin, si on a envie de te contacter pour travailler avec toi ou tout simplement te remercier pour toute la valeur que tu nous as partagée et pour ton temps, C'est quel est c'est le gentil. meilleur moyen de te contacter? Les deux meilleurs moyens, alors nous c'est un peu compliqué parce qu'en kiné libéral, on n'a pas trop le droit de faire de publicité, mais évidemment le meilleur moyen c'est les réseaux sociaux. Moi j'ai une page qui s'appelle MVP Golf, donc c'est Matt Vigé Physio Golf, mais Yes. aussi MVP parce que c'est Most Valuable Player et je pense qu'on est tous des Most Valuable Players. Et j'ai un site internet aussi où vous pouvez taper sur Google MVP Golf, vous allez voir un petit peu justement les articles, les derniers magazines sur lesquels j'ai donné des interviews ou des articles avec des conseils de mobilité, etc. Et dernière chose aussi, parce que je dois parler quand même un petit peu d'eux, c'est la FKG, où là, vous avez carrément une cartographie et vous pouvez vous géolocaliser pour trouver un praticien qui pourrait avoir le même discours que moi et avoir une prise en charge kiné. Donc, si vous êtes professionnel dans le sport comme toi ou comme ça, bah, vous pouvez trouver un kiné aussi qui bosse Très aussi bien. avec Ouais, des golfeurs. Ou alors, génial. si vous êtes patient ou si vous voulez être pris en charge par un kiné, c'est possible de trouver quelqu'un pas trop loin de chez vous, quoi. Parfait. Ben, c'est génial. On partagera tout ça, bien évidemment. On passe sur la dernière question, la question passe Ouais. décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du podcast du squat de la performance? Alors moi, j'ai un praticien que j'adore, alors qui m'a fait changer un petit peu ma façon de travailler parce que c'est venu de quelqu'un qui est dans l'association des kinés avec moi, ce chose, mais c'est un Canadien qui s'appelle Mathieu Boulet, qui est posturologue et qui a monté une formation qui s'appelle IP Formation, IP Institut, pardon, et qui travaille sur les dernières recommandations en neurosciences. Et ça, je pense que c'est l'avenir de nos professions parce qu'en fait, c'est pas destiné qu'aux kinés, qu'aux ostéos. Il y a des podologues, il y a des préparateurs physiques, il y a même des dentistes qui viennent prendre sa formation. Et là, Très on est bien. vraiment sur le neurofonctionnel, donc les dernières recommandations en neurosciences apportées ou en tout cas mises en avant pour la performance sportive. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a chamboulé mon apprentissage. Je prenais toutes mes formations pour des outils et dans ma boîte aux outils, j'avais des outils. Là, ça fait clairement partie de ma caisse à outils. C'est-à-dire que là, D'accord. aujourd'hui, je ne fais plus de prise en charge sans aller voir le neuro, sans aller voir l'aspect tactile, plantaire, palmaire, tout ce qui est troubles visuels, etc. Et ça, clairement, aujourd'hui, on arrive à accéder à beaucoup plus de choses. On déverrouille des petits loquets au niveau du cerveau qui font que des gens qui ont de la kinésiophobie, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la peur du mouvement, par exemple, et ben, par des exercices fonctionnels, des exercices neurologiques, on leur réapprend à bouger, on leur dit que c'est possible en fait. On dit au cerveau, bah, ça, ok, ça faisait mal parce que tu t'es fait mal à un moment T, mais c'est plus la peine de faire mal. Donc vas-y, on y va, on travaille là-dedans et c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Donc Mathieu Boulet, Ouais, je vois. posturologue, alors là, vous pouvez aller voir sur Facebook ou même sur YouTube, il a pas mal de vidéos ou de podcasts qui présentent ça. Et sa formation est sur 3 niveaux. Oui, c'est les Canadiens, c'est comme les Américains, il faut faire un peu de Bien business. sûr. mais mais c'est extrêmement intéressant et ça change vraiment la façon de voir la prise en charge de nos patients. On n'est plus sur un aspect uniquement squelette, muscle, tendon, ligaments. On va vraiment sur le cerveau et je pense que Teddy Riner avec son physio fait ça. Il y a plein de footballeurs là qui commencent à accéder à ça. Au tennis, tu parlais du tennis tout à l'heure. Il commence à y avoir des praticiens qui s'occupent des tennisman comme ça. C'est hyper intéressant. Moi, ça Trop m'a bien. changé vraiment la façon de faire. Génial. C'est une super passe Voilà. décisive parce que je vois qui c'est, je vois le concept, mais j'ai des grosses lacunes à ce niveau-là. Et tu vois, Ah, j'aurais plein de questions à lui poser. Donc,
Génial. Et puis, il J'espère est hyper qu'il ouvert à ça. trop bien. Il mettra la balle au fond, du coup. Ah, c'est Génial. clair. Ok, Matt. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin. Et ben, le mot de la fin, bah, déjà, merci Maxence de m'avoir reçu pour ce podcast. C'est vraiment hyper sympa. J'adore ce que tu fais en plus sur les podcasts et sur les réseaux. Ça, c'est très cool. Je voudrais dire que ceux qui ne connaissent pas le golf, l'entrée est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez aller à l'accueil d'un golf, demander s'ils ont un club à vous prêter. Ils seront hyper heureux de vous prêter un club. Vous pouvez aller taper quelques balles. Vous pouvez aller demander aux gens qui sont présents bah, comment on fait pour prendre des balles, etc. Vous allez voir, Trop vous bien. allez être super bien accueillis. Et c'est comme partout, il y a des cons partout et il y a des gens sympas. Allez vers les Ouais. gens sympas. Ils vont être hyper heureux de vous montrer ce que c'est, de vous montrer le golf. Alors évidemment, vous n'irez pas sur le parcours dans un premier temps parce qu'il faut un niveau de jeu pour aller sur le parcours, évidemment. Mais vous avez des practices dans toutes les régions de France. Il y a des practices si vous voulez taper des balles. Et alors attention, juste que si vous tapez des balles et que vous aimez ça, c'est hyper addictif. Donc, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Vous avez toujours un grand-père, un père, une mère, un cousin comme ça qui fait du golf. Allez-y, n'hésitez pas. Si ça vous plaît pas, vous aurez essayé, mais si ça vous plaît, vous verrez, c'est super, c'est génial. Ouais, c'est une super addiction, je pense, dans tous les cas. C'est une Ouais, addiction au sport. Bon, même s'il faut y aller dans un peu mollo, bien évidemment. exactement. Mais en tout cas, c'est génial. Merci, Matt, pour ton Merci à partage toi. et à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Va bien sûr checker ce que fait Matt sur les réseaux. Il est très, très actif. Tu retrouveras tout ça en lien dans la description. Et si tu as kiffé l'épisode, pose ton 5 étoiles et ton pouce bleu. Ça donne de la force et nous permet un meilleur référencement et d'avoir de superbes invités comme Mathieu. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine. À bientôt. Force.